Autrefois surnommée la reine des feuilletons, Chantal Nobel a captivé des millions de téléspectateurs grâce à ses rôles puissants dans La Lumière des Justes et Château-Vallon, où elle a redéfini la force féminine à la télévision française des années 90. Son visage s'affichait en couverture des magazines. Son nom était sur toutes les lèvres. Et sa carrière connaissait une ascension fulgurante, les producteurs la voyant déjà comme l'icône durable d'une génération. Mais soudain, en un moment tragique, tout s'est arrêté. Presque du jour au lendemain, Chantal a disparu des projecteurs qu'elle avait si durement conquis. Aujourd'hui, à près de 80 ans, elle vit loin des caméras, sa vie marquée par la douleur, la résilience et cette question obsédante. Qu'est-ce qui aurait pu être? Voici l'histoire bouleversante et digne de Chantal Nobel, une icône réduite au silence trop tôt. La naissance d'une étoile, la vie avant la célébrité, bien avant d'être connue sous le nom de la reine des feuilletons, avant que Château-Vallon inscrive son nom dans l'histoire de la télévision française, Chantal Nobel n'était que Chantal Bonneau, une jeune fille réfléchie et introvertie, grandissant dans le Rouen d'après-guerre, dans le nord de la France. Née le 23 novembre 1948, son enfance ne fut pas marquée par le confort ou la facilité, mais par un chagrin précoce et un bouleversement émotionnel. À seulement 12 ans, elle perdit son père, Guy Bonneau, une tragédie qui frappa au cœur même de sa famille. Le poids émotionnel de cette absence l'accompagna tout au long de son adolescence. Et bien que sa mère Denise se soit finalement remariée avec un pharmacien bienveillant nommé Bernard Loisel, le vide laissé par la mort de son père ne fut jamais comblé. Dans ce climat de deuil et de réadaptation, Chantal trouva refuge non pas dans la rébellion, mais dans l'art. Le théâtre, la poésie, la littérature, ce n'étaient pas de simples distractions, mais de véritables sanctuaires. Le jeu, en particulier, devint pour elle une échappatoire émotionnelle, une forme privée de survie. Elle était fascinée par l'idée de se transformer, d'entrer dans une autre vie, un autre monde, ne serait-ce que pour un moment. Dans un foyer sans lien avec le monde du spectacle, son rêve semblait improbable, voire fantaisiste. Sa famille était pragmatique. Pour eux, le métier d'actrice était réservé à une poignée de chanceuses, et le désir de Chantal de faire carrière sur scène suscita d'abord des doutes. Mais elle persista, et sa mère céda finalement, non par ambition pour la célébrité de sa fille, mais dans une compréhension silencieuse que ce chemin pourrait lui apporter une forme de guérison. Après avoir terminé ses études secondaires, elle fit le choix audacieux de s'inscrire au conservatoire à Réunion-Mont Régional de Rouen, l'une des institutions artistiques les plus prestigieuses de la région. Là, elle étudia sous la direction de Jean Chevrin, professeur vénéré ayant formé des talents français comme Annie Dupré, Patrick Chesnay et Carin Viard. Sous la discipline de Chevrin, Chantal développe bien plus que de la technique. Elle acquit prestance, résilience et un sens ancré du métier. Elle ne se préparait pas seulement à jouer, elle se préparait à durer. Pendant ces années formatrices, Chantal débuta sous le pseudonyme de Jackie Nobel, un nom qui l'éloignait de la vulnérabilité de son patronyme familial et lui permettait de façonner une nouvelle identité sur scène. Mais à mesure que sa confiance grandissait et que son style s'affirmait, elle adopta le nom plus élégant et mémorable de Chantal Nobel, celui qui entrerait plus tard dans la conscience publique française. En 1968, à l'âge de 20 ans, elle fit ses débuts sur scène dans Boing Boing, la comédie à succès de Marc Camoletti, jouée à la Comédie Comartine. Ce n'était pas un rôle principal, mais sa performance fut remarquée. Un début modeste, certes, mais significatif. La même année, elle apparut au cinéma, d'abord dans le thriller d'espionnage La Main Noire de Max Pécasse, puis dans La honte de la famille de Richard Balducci, une adaptation comique d'un roman de Charles X. Ce n'étaient non pas des blockbusters,
mais ils la placèrent sur le radar des agents de casting et des réalisateurs, l'aidant à bâtir peu à peu un parcours solide. Tout au long des années 1970, la carrière de Chantal Nobel se développe discrètement mais sûrement. Elle apparut dans plusieurs téléfilms et mini-séries qui, sans faire la une, étaient respectées par la critique et appréciées du public. En 1973, elle joua dans un épisode de Un mystère par jour, intitulé Un travail d'artiste, une série structurée de manière astucieuse où chaque épisode se terminait par une énigme non résolue. Son interprétation, aux côtés du légendaire Henri Crémieux, fut subtile et captivante. Diffusé pendant les fêtes, l'épisode la présenta à un public beaucoup plus large et marqua le début de son long lien avec la télévision. Un médium où elle brillerait plus tard avec éclat. Durant le milieu des années 1970, elle obtint des rôles dans des dramatiques télévisés, comme Aurore et Victorien, Ces merveilleuses pierres et Seule contre tous. Ses œuvres la montraient souvent dans des rôles mettant en valeur sa sensibilité, des femmes dignes, traversant des conflits intérieurs, souvent dans des contextes historiques ou romantiques. Aucun de ces rôles ne la rendit célèbre du jour au lendemain, mais ils établissaient une trajectoire claire. Les producteurs commencent à la remarquer, non seulement pour sa beauté et son allure, mais aussi pour l'intelligence et la sincérité qu'elle insufflait à chaque rôle. En 1979, Chantal obtint son rôle le plus prestigieux jusqu'alors. Le premier rôle féminin dans l'adaptation en 14 épisodes du roman de Henri Troyat, La lumière des justes, réalisé par Yannick Andréhy. Située à l'époque napoléonienne, la série retraçait la romance entre un officier russe et une aristocrate française. Chantal y incarnait Sophie, l'héroïne, et sa prestation fut saluée par la critique. On loua sa capacité à exprimer à la fois retenue émotionnelle et force intérieure, un équilibre rare qui rendait sa présence à l'écran à la fois imposante et profondément touchante. L'apogée de la gloire et la promesse de plus encore. Au début des années 1980, Chantal Nobel était devenue l'un des visages les plus respectés et reconnaissables de la télévision française. Après plus d'une décennie de travail régulier au cinéma et à la télévision, sa carrière n'était plus une promesse discrète. Elle entrait dans sa phase la plus brillante. Elle avait déjà impressionné les critiques et le public dans des productions remarquables comme La lumière des justes en 1979, où elle incarnait une aristocrate française, à l'époque napoléonienne, ainsi que dans des séries télévisées antérieures telles que Aurore et Victorien et Ces merveilleuses pierres. Chaque rôle s'appuyait sur le précédent, révélant de nouvelles facettes de son talent, et lorsqu'elle obtint le rôle principal dans Seule contre tous, il était clair qu'elle avait trouvé sa pleine mesure. Puis vint Château Vallon. Diffusée pour la première fois en janvier 1985 sur Antenne 2, la série fut présentée comme la réponse française à Dallas, et son mélange dramatique de lutte de pouvoir, de tensions familiales et d'intrigues autour d'un empire médiatique captivèrent rapidement le public. Chantal y interprétait Florence Berg, la matriarche élégante, posée et farouchement ambitieuse au cœur de l'histoire. Sa performance était magnétique, maîtrisée, nuancée et empreinte d'une grande profondeur émotionnelle. Bien que Château Vallon ait duré qu'une seule saison, la série laissa une empreinte indélébile. Sa popularité explosa et Chantal devint une star nationale. Son interprétation de Florence Berg fut largement considérée comme l'une des plus grandes performances féminines de la télévision française de la décennie. À 36 ans, Chantal Nobel atteignait un sommet que peu d'acteurs connaissent. Les directeurs de casting commencent à la solliciter pour de nouveaux rôles. Sa grâce, son intelligence et sa présence à l'écran imposante faisaient-elles un choix idéal pour des personnages alliant vulnérabilité et force. Sa carrière, construite avec soin et patience, semblait désormais promise à un succès durable.
Mais ses accomplissements ne se limitaient pas à l'écran. Loin des caméras, Chantal s'épanouissait également dans sa vie personnelle. Elle avait trouvé un amour solide avec Jean-Louis Julien, un joaillier respecté, possédant des boutiques à succès à Saint-Tropez et Courchevel. Leur relation était stable et fondée, non sur la célébrité, mais sur un profond respect mutuel. Ensemble, ils élevaient leur fille, Anne-Charlotte, née en 1981. Chantal restait aussi très proche de sa première fille. Alexandra, née en 1970, et 11 de sa relation précédente avec le réalisateur Jacques-Henri Marin. Entre la reconnaissance qu'elle recevait dans sa carrière et l'équilibre qu'elle avait trouvé dans sa vie privée, Chantal Nobel se tenait alors au sommet à la fois de son parcours professionnel et de son bonheur personnel. Après des années de deuil, de lutte artistique et de détermination silencieuse, elle avait enfin atteint la vie dont elle avait toujours rêvé. Respectée par ses pairs, adorée par les téléspectateurs et aimée inconditionnellement par sa famille. Tout était en place, tout semblait sécurisé. Et puis, en un seul instant, ce monde, passionnément construit, allait s'effondrer. Un jour de triomphe, une nuit de ruine. Le 27 avril 1985, Chantal Nobel avait 36 ans, rayonnante, accomplie et au sommet de sa vie. Ce jour-là, elle avait été invitée à participer à un événement automobile caritatif sur le circuit de Magny-Cours, organisé par l'humoriste Moustache et son Star Racing Team. L'événement Bon Enfant réunissait des visages familiers du cinéma, de la musique et de la télévision française. Les célébrités se relayaient au volant d'un véhicule CIT pour tester leur talent de pilote. Chantal, toujours avide de nouvelles expériences, se prêta volontiers au jeu. Elle prévoyait même de revenir le lendemain pour assister à la course principale. Mais avant cela, un autre engagement professionnel l'attendait. Ce soir-là, elle prit un vol privé pour Paris, afin de participer en direct à l'émission à grand succès Sans Élysée, animée par Michel Drucker. Élégante et confiante, elle illumina le plateau sans savoir que cette prestation serait la dernière fois que le public français la verrait à l'apogée de sa carrière. Après l'émission, dans la nuit du 28 avril, Chantal accepta l'invitation de son ami Sacha Distel, chanteur et animateur célèbre, pour une balade en voiture. Bien qu'elle disposait d'un chauffeur, elle choisit de monter à bord de la Porsche 124 Carrera GT de Sacha, un bolide puissant, taillé pour la vitesse, une décision qui, en apparence anodine, allait changer sa vie à jamais. Vers 3h20 du matin, tous deux traversèrent le village paisible de Maltaverne dans la Nièvre. La route, réputée pour ses virages dangereux, était glissante ce soir-là, sans doute à cause de la pluie ou de la condensation du petit matin. Il fut rapporté plus tard que les marquages au sol en plastique, courants à l'époque, devenaient extrêmement glissants une fois mouillés à l'image d'une surface huilée. Dans l'un de ces virages, la Porsche perdit le contrôle, dérapa, tournait sur elle-même et alla s'écraser contre un poteau en béton. Sacha Distel s'en sortit avec des blessures juste mineures. Chantal Nobel, elle, ne fut pas aussi chanceuse. L'impact brisa son corps. Le bassin fracturé, le visage gravement endommagé, son état était immédiatement critique. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où elle fut plongée dans un coma artificiel. Pendant 21 jours, elle resta inconsciente, suspendue entre la vie et la mort. Lorsque la nouvelle de l'accident se répandit, la France fut sous le choc. Ce n'était pas un simple accident de voiture. C'était l'effondrement brutal et public de l'une des étoiles montantes les plus brillantes du pays. Son visage venait tout juste de devenir l'emblème de Château-Vallon. Et voilà qu'on en parlait déjà au passé. Les gros titres se multipliaient. Les tabloïds spéculaient. Le public pleurait, non seulement la femme, mais aussi la promesse qu'elle incarnait.
Après les gros titres, les luttes silencieuses, les blessures physiques subies par Chantal Nobel lors de l'accident n'étaient que le début d'une épreuve bien plus complexe. Alors qu'elle était inconsciente en soins intensifs, incapable de parler ou de se défendre, elle devint le centre d'un cirque médiatique qui se souciait peu de sa dignité. À une époque où les lois sur la vie privée étaient encore floues et leur application plus faible encore, sa chambre d'hôpital fut envahie non par des proches, mais par des photographes se faisant passer pour du personnel médical, franchissant la sécurité en toute impunité. Ils prièrent des clichés d'elle, dans son état le plus vulnérable, inconsciente, défigurée, luttant pour sa vie. Ces photos non autorisées furent divulguées et vendues à la presse à scandale, provoquant une brève indignation, mais une immense curiosité publique, ce qui aurait dû rester privé devint sensationnaliste. La presse, autrefois si prompte à célébrer ses performances, se nourrissait désormais de chaque rumeur, de chaque détail grotesque. Cette violation mena finalement à une décision judiciaire historique. En 1986, la Cour d'appel de Paris déclara qu'une chambre d'hôpital constituait un domicile privé. Ce jugement, bientôt connu sous le nom de jurisprudence Chantal Nobel, établit de nouvelles protections pour tous les patients en France. Malgré elle, Chantal devint une pionnière juridique dans la lutte pour la confidentialité médicale. La presse se fit alors spéculative. Certains se demandèrent qui était responsable. Sacha Distel, le conducteur, affirma avoir roulé prudemment à 70 km/h et accusa les marquages blancs glissants. Mais Chantal le contredit publiquement par la suite, déclarant qu'il roulait à près de 150 km/h et qu'elle lui avait demandé à plusieurs reprises de ralentir avant l'accident. Ces récits contradictoires alimentèrent des mois de commentaires et de controverses. En 1988, Chantal engagea une action en justice et obtint gain de cause. Un tribunal reconnut Sacha Distel coupable de blessures involontaires et le condamna à 1 an de prison avec sursis et une amende de 3 000 francs. Sur le plan juridique, la justice avait été rendue. Mais pour Chantal, la sentence avait une valeur surtout symbolique. Aucun verdict ne pouvait lui rendre ce qu'elle avait perdu. Ni l'élan de sa carrière, ni la capacité de marcher sans aide, ni l'identité qu'elle avait mis des années à bâtir. Son chemin vers la guérison fut long et discret. Elle suivit une rééducation intensive au centre Héliomarin de Hyères, un établissement réputé pour le traitement des traumatismes lourds. Là, loin des caméras et des potins, elle travailla pour retrouver une mobilité même limitée. Elle parvint finalement à marcher de nouveau, mais seulement avec une canne, et dépendait encore souvent d'un fauteuil roulant. Celle qu'on avait admirée pour sa prestance et sa maîtrise physique à l'écran livrait désormais une autre performance, plus intime, plus éprouvante, celle de la survie. Et pourtant, Chantal demeura digne. 6 mois après l'accident, toujours en fauteuil roulant, elle épousa Jean-Louis Julien, son compagnon de longue date. Leur cérémonie fut privée, une volonté de s'éloigner de la mise en scène qui avait englouti sa vie. Ce fut un acte de défi, non seulement envers les médias qui l'avaient traqué, mais aussi envers le désespoir. Un mariage fondé non sur l'image ou l'illusion, mais sur la persévérance. Le couple s'installa ensuite à Ramatuelle, un village paisible du sud de la France. Là, dans une maison modeste à l'abri des regards, Chantal Nobel entreprit lentement et douloureusement de reconstruire sa vie. Les scénarios cessèrent d'arriver. Les appels de producteurs et d'agents devinrent des souvenirs. Mais, à leur place, vint quelque chose de plus difficile à définir et encore plus difficile à conquérir. Une paix fragile, farouchement défendue, un retour qui n'est jamais venu. Derrière son apparente sérénité se cachait pourtant une femme profondément transformée, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. L'accident lui avait volé bien plus que sa mobilité.
Il lui avait arraché sa place dans un milieu qui, jadis, l'avait adulé. Lors d'un rare moment de franchise, des années plus tard, au cours d'une interview télévisée, Chantal évoqua ce sentiment d'abandon déchirant. Avant l'accident, j'étais entouré. Après que c'était comme si j'étais devenu invisible. Les anciens amis cessèrent d'appeler. Les collègues disparurent. Comme si sa tragédie était devenue contagieuse. Une douleur qu'on préférait fuir. Ce n'est qu'en mars 1996, près de 11 ans après le drame, que Chantal revint brièvement à la télévision. Elle avait alors 47 ans. Michel Drucker, le même animateur qui l'avait accueilli la veille de son accident sur le plateau de Champs-Élysées, l'invita dans son émission Studio Gabriel pour un entretien intime. L'apparition fut bouleversante pour elle, mais aussi pour les téléspectateurs de toute la France, qui s'étaient demandé dans le silence et le respect ce qu'elle était devenue. Elle fit son entrée lentement, appuyée sur sa canne, et s'installa avec la même élégance digne qui avait jadis marqué sa présence à l'écran. Bien qu'elle fût plus âgée et physiquement changée, on retrouvait cette aura familière, la voix, le regard, l'esprit vif. Elle parla sans détour de l'après, non pas avec plainte, mais avec une immense dignité. Lorsqu'on lui demanda si elle songeait à rejouer un jour, sa réponse fut à la fois poignante et légèrement provocatrice. « Si un réalisateur me veut, dit-elle avec un sourire discret, je viendrai, avec ma canne. » La phrase fut suivie d'une salve d'applaudissements, et l'on crut l'espace d'un instant à la possibilité d'un retour. Les lettres affluèrent, les messages de soutien vinrent de partout. Mais le téléphone resta silencieux. Aucune proposition n'arriva. Le monde du spectacle avait déjà tourné la page, et Chantal, bien qu'émue par l'élan du public, semblait l'accepter avec lucidité. Au début des années 2000, elle s'était pleinement installée dans une autre vie. Ses 2 filles étaient adultes, et elle devint une grand-mère attentionnée. Les apparitions publiques se firent de plus en plus rares. Et pourtant, elle demeurait vivante dans la mémoire de ceux qui l'avaient vue briller. Les rediffusions de Château-Vallon et d'autres œuvres continuaient à être diffusées, notamment sur les chaînes nostalgiques, et le courrier des fans parvenait encore jusqu'à sa maison. Dans une interview accordée à Téléstar en 2010 à 62 ans, Chantal livra une ultime réflexion sur son parcours. « Je suis radieuse ici à Ramatuelle, dit-elle. Ma vie est paisible et heureuse. » L'amertume qui, un temps, avait menacé de la consumer, s'était apaisée. Pendant des années, j'étais en colère, mais aujourd'hui, j'ai laissé tout cela derrière moi. Ce qui compte, c'est d'être en vie et d'être aimé. Lorsqu'on lui demanda à nouveau si elle envisageait de rejouer, sa réponse fut claire, sans regret. « Il y a 15 ans, oui, j'aurais encore pu, dit-elle. Même avec une canne, j'avais encore la force, la présence. Mais dans ce métier, on ne vous laisse pas facilement une deuxième chance. » Ces mots n'étaient dits pas en preuve de tristesse, mais d'un réalisme lucide. Elle avait accepté son destin, et dans cette acceptation, elle avait trouvé quelque chose de plus profond que la célébrité. La paix, la famille et une dignité silencieuse. Perte, solitude et un héritage discret. En mai 2024, Chantal Nobel a affronté une nouvelle épreuve déchirante. Son mari, Jean-Louis Julien, l'homme qui l'avait soutenu durant ses heures les plus sombres, a rendu son dernier souffle. Sa mort a marqué un chapitre dévastateur dans une vie déjà façonnée par de profondes pertes. Elle avait 75 ans, usée émotionnellement et physiquement incapable d'assister aux funérailles organisées en l'église Notre-Dame de l'Assomption à Saint-Tropez. C'était une douleur que les mots peuvent à peine exprimer. Jean-Louis n'était pas seulement son compagnon, il était son pilier. Avec son départ, le silence de Ramatuelle devint encore plus profond.
Et pourtant Chantal, avec sa grâce stoïque, a continué d'avancer. Aujourd'hui, à près de 80 ans, elle passe ses journées entourée de ses 4 petits-enfants et des quelques amis qui ne l'ont jamais quittée. Elle ne cherche plus les caméras, elle ne veut plus d'applaudissements. Mais elle est toujours là, présente, forte, contemplative. Son histoire n'est pas celle d'une défaite, mais d'une dignité préservée, celle d'une femme ayant affronté l'indicible sans amertume. D'avoir trouvé la lumière dans une vie qui, de l'extérieur, peut sembler triste, mais qui, de l'intérieur, est remplie d'amour, de souvenirs et de sens. Son parcours nous rappelle puissamment que si la célébrité peut disparaître en un instant, la véritable force, elle, subsiste dans le silence. Chantal Nobel a quitté l'écran, mais jamais le cœur de ceux qui l'ont vu briller. L'avez-vous reconnue? Avez-vous déjà regardé Château Vallon ou l'un de ses autres rôles? Partagez vos souvenirs dans les commentaires. Nous serions ravis de les lire et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui se souvient de l'âge d'or de la télévision française.